j'ai été contacté il y a quelques mois par la SNCF pour réaliser une vidéo. Cette vidéo-ci, là, que vous êtes en train de regarder, il s'agit donc d'une collaboration commerciale avec la SNCF. Donc ils me contactent et en gros, ils me disent « Bonjour Bruce, voilà, on aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu serais OK de faire une vidéo qui parle des métiers de la conduite de train ?» Ouais. Et donc moi j'étais parti pour vous faire une vidéo qui allait vous expliquer les métiers de la conduite de train à la SNCF. Voilà. Sauf que, comme la dernière fois que j'ai fait une vidéo avec la SNCF, je me suis un petit peu emballé et je me suis pris au jeu. J'explique. J'avais fait il y a quelques années une vidéo avec la SNCF, pareil, et je me rappelle, je m'étais dit à l'époque, bon, ça va pas être la vidéo du siècle, mais d'un autre côté, je veux dire, sur ma chaîne, toutes les vidéos peuvent pas être toutes la vidéo du siècle. C'est pas possible. Et le sujet était finalement tellement passionnant que ça reste aujourd'hui une de mes vidéos préférées et que c'est une de celles qui ont le plus tourné à l'époque. Et là, pareil, voilà. Là, moi, j'y suis allé en me disant, bon, ça va sans doute être intéressant. Je veux dire, on va parler des métiers de la conduite, ça va pas être la vidéo du siècle. Mais bon, d'un autre côté, toutes les vidéos de ma chaîne peuvent pas être toutes la vidéo du siècle. C'est pas possible. Pour vous le dire simplement, et après on attaque, c'est promis. Je me suis moi-même surpris à quelques moments pendant le tournage, à me dire « mais en vrai, conducteur de train, pourquoi pas ?» Voilà, donc tout ça pour vous prévenir du fait, parce que quand je dirais dérocher les images, c'était flagrant, tout ça pour vous prévenir du fait que vous allez sans doute me trouver vachement hypé à la découverte des métiers de la conduite de train, c'est du premier degré, voilà. C'est pas du surjeu, c'est pas de la comédie en mode publicitaire, je veux dire, c'est pas ça, c'est juste que en vrai, conducteur de train, ça a vraiment pas l'air dégueu comme boulot. Et si vous êtes jeune et que vous savez pas trop ce que vous avez envie de faire dans la vie, ou que vous êtes moins jeune, et que vous n'avez jamais vraiment réfléchi à pourquoi pas une reconversion professionnelle, restez pour la vidéo qui suit. Je vous garantis que ce ne sera pas le pire conseil que j'aurais pu vous donner. Allez, on attaque. Tu peux tenter les 120 km/h. Je peux tenter les 120 ? Ouais. On arrive à Noisy-le-Sec après. Tu peux monter à 120 km/h. Allez. Mesdames et messieurs, vous inquiétez pas, on va rattraper le retard, j'y veillerai. Super. Accrochez-vous. Donc, comme je l'ai déjà dit, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo avec la SNCF pour essayer de comprendre comment fonctionnait le réseau transilien. C'est un immense bordel, notamment pour essayer de comprendre justement toute cette complexité et peut-être comprendre pour quelles raisons est-ce qu'il pouvait y avoir du retard. Et déjà, à l'époque, on avait vite fait abordé le fait que conduire un train, c'est pas juste démarrer le train, et puis ensuite, il n'y a rien à faire, il est sur des rails, et puis il y a juste à s'arrêter une fois qu'on arrive à la gare. Non. Et du coup, conducteur de train, qu'est-ce que c'est ? On doit consulter les lignes qu'on va parcourir, éventuellement s'il y a des travaux sur la ligne ou autre chose pour arriver en confiance. Par la suite, lorsqu'on vient pour vérifier que tout, pour vérifier notre documentation et récupérer nos documents, on se rend sur notre train. Ça peut être sur un lieu de garage ou directement en gare. Ça peut être une préparation de rame le matin très tôt lorsque la rame n'a pas été utilisée pendant plus de 24 heures, donc on doit lui faire tous les essais, ou sinon en pleine ligne sur une relève. Moi, c'est Mohamed Ben Meriem, 40 ans. J'ai intégré la SNCF en 2007, donc ça fait maintenant 18 ans, 1 an de formation et 17 ans de conduite. Aujourd'hui, je dirais ton quotidien, parce que là, on est dans un endroit quand même qui est assez incongru pour moi. Moi, je savais même pas que ce genre d'endroit existait. On est dans des espèces de parking pour train. Donc, est-ce que ce genre d'endroit fait partie de ton quotidien ? Alors tout à fait, là ici vous vous trouvez donc dans un faisceau de voies, fait de voies de garage, où on gare nos trains en règle générale, voilà, le soir quand on finit notre journée de service, on va garer notre train dans des faisceaux et pour le récupérer le lendemain matin. Donc voilà, j'arrive sur mon train, je fais mes essais réglementaires, je vérifie que la machine va bien et ensuite je suis prête à commencer ma journée de service pour faire mes trains commerciaux. Donc toi, le matin, tu viens, tu prends le train, tour de clé, hop, tu fais les tests et direction une gare. Exactement, tout à fait.
Je m'appelle Nassima, j'ai 41 ans, je suis conductrice de train sur la ligne E du RER depuis 2 ans maintenant. J'ai commencé en tant que conductrice tram-train en 2017 et j'ai évolué par la suite sur le métier de conductrice de ligne. D'accord. Mais alors, c'est-à-dire si je compte, pardon, mais est-ce que ça veut dire que tu faisais autre chose avant? Alors tout à fait, moi je suis issue d'une reconversion. J'étais hôtesse de l'air, donc personnel navigant commercial pendant plus de 10 ans. J'ai exercé donc ce métier dans le début de ma carrière professionnelle. J'ai eu mon premier enfant et j'ai eu envie de me challenger, une autre perspective de carrière et je me suis dit allez pourquoi pas à la SNCF et à la conduite des trains. C'est super, mais alors du coup ça va me permettre de rebondir sur plein de sujets parce que là tu es en train de dire qu'en fait tu es devenue conductrice de train, notamment parce que tu as eu ton premier enfant, donc on est d'accord que ça veut dire que c'est absolument pas incompatible d'être une maman et de conduire un train. Alors tout à fait, c'est totalement possible, donc allier justement une vie de famille avec des enfants et la conduite des trains. 17 ans de conduite, comment est-ce que ça ne devient pas routinier? À vrai dire, on fait des trains, on peut faire la ligne chaque jour, mais aucun train ne se ressemble. Moi, j'ai commencé en 2007, lorsque j'ai eu mon examen à Persan-Beaumont, dans le Val d'Oise. J'étais formé sur des locomotives, des trains un peu anciens. Aujourd'hui, avec l'évolution, j'ai pu avoir une mobilité et changer de dépôt. J'ai pu découvrir plusieurs dépôts en Île-de-France, mais certains collègues peuvent aller même en province. Donc on n'est pas forcément bloqué sur un axe ou sur une ligne. Donc par la suite, on peut évoluer en tant que formateur, moniteur et même cadre par la suite, parce que l'entreprise nous permet d'évoluer en interne. Mon cousin était conducteur, donc c'est lui qui m'a fait découvrir ce métier de conducteur et j'étais vraiment convaincu, c'est un métier qui me collerait vraiment bien à la peau. Donc j'ai fait le cursus naturel, je suis rentré, j'ai fait tous les entretiens préalables et ensuite je suis rentré en formation conducteur en 2001 et j'ai eu mon examen de conducteur en 2002. Je suis Sébastien Gadois, je suis à la SNCF depuis 2001 et aujourd'hui je suis en train de faire une formation pour devenir cadre à la SNCF, être manager traction. D'accord, manager traction, ça veut dire manager de conducteurs? Tout à fait. Une équipe d'à peu près 30 à 35 conducteurs. Tu avais choisi la filière conducteur donc de voyageurs, conducteur ligne voyageurs. Conducteur de ligne, alors on appelle ça conducteur de ligne et je conduisais moi à l'époque en 2001 aussi bien du fret que des trains de voyageurs, banlieue. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le fret aussi. Alors le fret, donc c'est des très très gros trains. Très très long train, tout à fait, très très lourd, avec un freinage différent d'un train de voyageur qui a des performances d'accélération ça accélère beaucoup plus vite un train de voyageur qu'un train de marchandises et ça freine effectivement beaucoup plus vite, beaucoup plus fort qu'un train de marchandises, c'est plus long. Un train de marchandises, ça se met en arrêt. D'accord, et donc à partir de ce moment-là, donc vers 2002, tu es conducteur de ligne, donc tu fais et du fret et du voyageur. La partie voyageur, c'est plutôt sur du transilien? Tout à fait, transilien sur toutes les lignes L et J. L et J, c'est lesquelles déjà? C'est toutes les lignes qui partent de Paris-Saint-Lazare. Vers Mantes-la-Jolie, Versailles Rive Droite, Saint-Nom-la-Bretèche, Cergy-le-Haut. Et alors, à ce stade de la vidéo, je sais qu'il y en a certains et certaines parmi vous qui sont en train de se demander « Oui, en effet, ça a l'air bien d'être conducteur de train, mais si je veux devenir moi-même conducteur de train, comment est-ce que je fais ?» Je suis consultante en recrutement, en évaluation au sein de l'agence de recrutement à la SNCF. Et donc, c'est une agence où on recrute principalement des conducteurs de train. On est à la recherche d'une diversité de profils et d'expériences, mine de rien, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de filiale, que ce soit au bac ou même en termes d'études supérieures, à réaliser. Donc on ne cherche pas des compétences techniques. Le minimum à avoir, c'est un CAP pour pouvoir candidater. Mais si tu veux, on peut rentrer un peu plus dans le détail au niveau du processus de recrutement et en parler un peu plus. D'accord, donc moi voilà, donc mettons, moi j'ai un CAP ou j'ai mon bac. Je veux devenir conducteur de train. Chez qui je vais, à quelle porte je frappe, où est-ce que je sonne? Ouais. Alors, je pense que la toute première chose à faire, avant même de commencer à candidater, moi, ce que je conseillerais, c'est d'abord se renseigner sur le métier. Alors, principalement, il y a 3 types de métiers dans la conduite. Il y a conducteur de ligne de voyageurs, ce qu'on appelle CRL. C'est le conducteur qui amène les voyageurs d'un point A à un point B. Il y a le conducteur de manœuvre et de ligne locale. C'est un conducteur qui fait des vérifications nécessaires sur les trains, en lien avec la sécurité, et qui achemine les rames vides entre les gares, les dépôts et dépôts de maintenance. Et puis le dernier, conducteur de tram-train, le CRTT. C'est un conducteur qui conduit les voyageurs d'un point A à un B, mais dans un milieu soit ferré ou urbain, donc au sein de la ville. Non seulement tu es devenue conductrice de train après une reconversion, mais même au début tu étais conductrice tram-train.
et maintenant donc conductrice, donc ce qu'on appelait CRTT et maintenant ce qu'on appelle CRL, donc c'est les lignes voyageurs. C'est quoi la différence, tu dirais, entre ces deux métiers? Alors, ce sont deux métiers différents, hein. Il faut savoir qu'en tant que conductrice tram-train, on est sur un environnement urbain, donc c'est vraiment en mode urbain, hein. Ouais. Donc on circule au milieu de circulation d'automobiles, etc., circulation routière. Et donc là, l'évolution du métier en tant que conductrice de ligne, voilà, c'est vraiment, je me spécifie sur de la conduite de train pure, sur du réseau ferré standard, voilà, dans un environnement vraiment ferroviaire clos. Je me suis renseigné, tout ça, ça m'intéresse. Donc, quels sont les prérequis pour pouvoir espérer rentrer dans cette formation? Alors effectivement, quand on va sur le site emploi et quand on candidate, nous on reçoit votre CV et l'une des premières choses qu'on vérifie, donc c'est les prérequis. Il faut avoir un minima, un CAP ou un BEP pour pouvoir postuler, jusqu'à un bac plus 3. Au-delà de bac plus 4, bac plus 5, on oriente plutôt les candidats vers ce qu'on appelle responsable des conducteurs de train, donc les managers des conducteurs de train. Si vous répondez aux prérequis, à ce moment-là, on vous contacte pour réaliser ce qu'on appelle un visiotalent. Donc un visiotalent, c'est une vidéo en différé où le candidat il répond à des questions à distance. Donc face à une caméra, il y a des questions qui apparaissent. Ça nous permet de vérifier tous les éléments de motivation et de projet professionnel. Ça, c'est une étape, qui est une étape éliminatoire également. À la suite de ça, il y a ce qu'on appelle les tests. Les tests, ça nous permet de vérifier certaines aptitudes, notamment la compréhension verbale écrite. C'est des tests de mathématiques, de logique, de réactivité. Ça nous permet de s'assurer que le candidat a les capacités pour réussir la formation qui est, mine de rien, assez exigeante. Après les tests, qui sont également des tests, une étape éliminatoire, il y a un entretien avec un consultant en recrutement et un chargé de recrutement qui est un expert métier, qui permet aussi donc de reboucler un petit peu tout ce qui est projet, motivation, connaissance sur le métier, sur la formation, et qui est également une étape éliminatoire. À la suite de cette étape, il y a toutes les vérifications à la fin avec ce qu'on appelle le CFAS. Donc, c'est des vérifications avec le médical et le psychologique, mais également une enquête administrative. Si vous réussissez toutes ces étapes, à ce moment-là, le candidat pourra à ce moment-là intégrer une formation. J'ai suivi le processus de recrutement, donc j'ai passé les différentes étapes, je suis apte physiquement, j'ai été recruté. Donc ma formation va commencer. À ce moment-là, je fais déjà partie de SNCF Voyageurs. Dès le début, dès l'instant où on t'a dit tu as rempli toutes les conditions nécessaires à l'embauche, dès la première journée, tu es accueilli, on te fait signer un contrat avec une période d'essai. Donc un contrat de travail en fait. Mais un vrai contrat de travail avec le salaire qui va avec. Un CDI. Un CDI, oui. Aujourd'hui, je vous accueille au campus Traction de Saint-Denis, qui est un des 8 campus Traction de la SNCF. On est répartis à peu près sur tout le territoire. Ça part de Lille, ça descend jusqu'à Toulouse. On passe par Nancy, Dijon, Lyon, Tours, Rennes. Et le dernier ouvert à Saint-Denis. Et donc là, on parle vraiment de campus de formation. Campus de formation Traction. C'est-à-dire que moi, si je suis passé par tout le processus de recrutement dont on a parlé, j'ai été recruté, on me dit ta formation, ça va être à Saint-Denis, j'arrive ici. Exactement. Je résume. Vous avez envie de devenir conducteur ou conductrice de train. Que vous ayez 18 ou 45 ans, que vous soyez homme ou femme, si vous avez à minima un BEP ou un CAP, pas besoin de plus, je rappelle, vous pouvez tenter le processus de recrutement. Alors, bien évidemment, on va tester votre motivation, on va vérifier que vous êtes physiquement apte à conduire un train, que vous êtes psychologiquement apte également à conduire un train, puisque je rappelle qu'un train, ça peut vite être 2000 personnes derrière vous, donc autant s'assurer que vous êtes stable, quand même. Et si vous êtes recruté, alors avant même le début de votre formation, vous signez un CDI à la SNCF. Et à partir de là, donc évidemment, ça signifie que vous êtes salarié de la SNCF avec tout ce que ça implique, notamment le fait que la formation que vous allez suivre, c'est aux frais de la SNCF. C'est elle qui paye votre formation, mais qui paye aussi vos déplacements jusqu'au lieu de formation, votre hébergement, enfin, tous les frais sont pris en charge, quoi. Donc moi, j'habite à Paris, la formation commence à Toulouse. Comment ça se passe? Alors, effectivement, on peut t'envoyer à Toulouse. Parce que si ton établissement a décidé de
démarrer ou d'avoir besoin d'une formation ou d'un groupe d'embauche à une date ou à une période précise, on va regarder dans quel campus on a une formation qui démarre dans la période. Ouais. Et si c'est Toulouse, eh ben, on dira à l'établissement, il faut envoyer vos stagiaires à Toulouse. Mais pas de panique par rapport à ça, je vais pas te demander de déménager à Toulouse. D'autant plus que ton bassin d'emploi, ça va être Paris. Ouais. D'accord ? Donc tout ça, ton établissement de rattachement va te préparer à ça. Là, généralement, la première période de formation au campus, ils vont tout organiser, réserver les chambres dans des appart-hôtels, dans les hôtels, dans des je sais pas quoi, enfin bref, Ouais. pour que vous soyez hébergés sur la première période. Après, au choix des apprenants, s'ils veulent garder l'hébergement qu'on leur a proposé, ou s'ils préfèrent aller faire, je sais pas, une colocation avec leurs collègues. Mais tous les frais sont pris en charge. Les formations, c'est pas comme à l'école où ça commence en septembre, octobre et ça finit en juin. Non. Des formations, ça peut commencer n'importe quand. Et en pratique, voilà, je commence ma formation, comment ça se passe? Alors, effectivement, les formations démarrent à toutes les périodes de l'année. Donc, du mois de janvier jusqu'au début décembre. Parce que quand on arrive à la mi-décembre, ça n'a plus tellement de sens de commencer une formation. Il y a quelques jours qui se passent en établissement, donc dans l'établissement qui t'a embauché, hein, parce que c'est pas moi qui embauche, hein. Moi je ne suis que prestataire de formation. D'accord. Donc il y a 4 jours d'accueil dans l'établissement où on vous fait signer votre contrat, où on vous explique ce qu'on attend de votre part, comment ça va se passer, où on vous présente les différents acteurs de l'établissement, où déjà on commence à préparer la formation. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une anticipation des premiers thèmes de formation avant l'arrivée en campus. Et puis, généralement, le mercredi qui suit, on vous attend en campus. D'accord. Et au bout de combien de temps est-ce que je me retrouve, alors évidemment pas à le conduire, mais est-ce que je me retrouve dans une vraie cabine de train? 3 semaines. Au bout de 3 semaines, je suis assis dans une cabine de train et je commence à voir avec... donc là, c'est la partie qu'on appelle justement la partie pratique de la formation. C'est ça. Donc il y a d'abord... Et c'est tous les mois à peu près pareil, c'est 3 semaines... C'est effectivement... aujourd'hui, on est sur un format de formation qui est très cadencé et très régulier, articulé autour d'un cycle de 3 semaines. Car en gros, 3 semaines... Alors attention, 3 semaines n'est pas forcément égal à 15 jours. Hein, mais 3 semaines. Ouais. On va passer 3 semaines où on sera à faire du cours magistral en campus. Alors du cours magistral, mais aussi de la mise en application. Oui. On verra. On ira faire un tour sur le simulateur. Donc 3 semaines où ça se passe au campus, donc à Saint-Denis ou ailleurs. Et les 3 semaines suivantes où l'apprenant retourne dans son établissement pour faire la mise en pratique en tête d'un train avec un moniteur. Vous allez être formé par des gens qui sont en compétence, ce qu'il y a de plus compétent en Transfili, et surtout des gens qui sont engagés pour le service en Transfili. Vous allez les voir, c'est quand même des gens, et donc vous êtes dans un terreau favorable pour votre formation. Moi, du coup, en échange, ce que j'attends de votre part, c'est qu'en fait, vous êtes combien là? Vous êtes 9. Normalement, je devrais avoir 9 conducteurs à la fin. Il n'y a pas un quota. On est d'accord? Tout le monde doit réussir. Vous attaquez donc votre formation qui se déroule en succession de cycles avec le rythme suivant. Une partie théorique qui dure 3 semaines sur le campus où vous suivez votre formation et une partie pratique qui dure également 3 semaines dans un train. Un vrai train avec des vrais gens derrière. Une partie théorique qui dure 3 semaines sur le campus où vous suivez votre formation. Mon rôle au sein de ce campus, c'est d'être formateur auprès des apprenants pour qu'ils deviennent, à la suite de leur formation ici, qui dure à peu près 10 mois, conducteurs de train. Généralement, c'est des formations qui sont pour l'Île-de-France. D'accord. Et alors, formateur, c'est-à-dire que tu fais la formation sur tous les sujets ou bien tu es spécialisé sur un sujet en particulier au niveau de la formation? Non, on prend une école du début de la formation jusqu'à la fin, et nous, on est plus sur le côté réglementaire, parce qu'il y a toute une partie réglementaire qui va de la connaissance
théorie de l'engin moteur jusqu'à la signalisation et le dépannage des trains en ligne. Donc toi, Eric, t'es formateur aussi. Pareil, au même titre que Cyril, ouais. Et ça fait longtemps que t'es formateur aussi Ça va faire bientôt 5 ans que je suis formateur au campus de Saint-Denis. D'accord. Ouais. Attends, je check un peu, Oui. même si c'est un simulateur. Voilà, on va essayer de... Non, mais c'est le but du simulateur, c'est de faire... Tout à fait. Et donc oui, ça va faire bientôt 5 ans que je suis formateur au campus. Sinon, en d'autres mesures, je suis conducteur sur la ligne E, à Paris-Est, Paris-Gare de l'Est. Ça paraît Gare de l'Est, celle qui va vers Meaux, typiquement. Exact. Celle que le petit bout que tu prends quand tu rentres à Strasbourg, entre la ligne à grande vitesse et la gare de l'Est, quoi. C'est vrai que je vois la signalisation, c'est vrai que sur le reste de la France, la signalisation est à gauche. Exact, Alors en Alsace, alors t'es à qu'en droite. Alsace, c'est à droite. Exact. Là, concrètement, Paris est dans mon dos. Ouais. Et dans notre dos, là. Donc, c'est la réplique de la ligne. T'as la chance de voir la dernière génération de simulateurs, ici. Avec une évolution au niveau graphisme. En fait, les simulateurs évoluent aussi en même temps que le matériel évolue. Et donc là, on est censé être sur un train simple ou multiple? Unité simple. Unité simple. Oui, c'est vrai Donc on va s'arrêter à la première marque. Exact. Alors, Et non, pas ça dépend TT. des gares. Bah, Oui, il justement. y a des gares où c'est TT, juste. Exactement. Selon la configuration des gares, soit tu as une pancarte TT, soit tu auras une pancarte US ou une pancarte UM. Là, on est dans une gare qui nous demande d'aller jusqu'au bout du quai avec une pancarte TT, tête de train. D'accord. Voilà. Et une partie pratique qui dure également 3 semaines, dans un train. Un vrai train avec des vrais gens derrière. Tu es passé par un truc qui s'appelle le monitorat. Oui, tout à fait. Donc rapidement, je voulais transmettre mon métier aux jeunes. Et donc effectivement, j'ai été moniteur après 3 ans de métier de conducteur. Et donc j'avais des stagiaires en cabine. Et l'idée, c'était de transmettre mes gestes métiers, leur apprendre les lignes, leur apprendre l'engin, qu'ils apprennent à conduire. Et voilà, le but, c'est de les faire remonter, qu'ils soient compétents sur les lignes. Donc en pratique, c'est-à-dire que c'est eux qui sont aux commandes et toi, tu es derrière, ou ils sont à côté, ils regardent comment tu fais, comment ça se passe? Alors c'est eux qui conduisent. Et moi, à côté, je les laisse faire, je les guide, finalement, et je rectifie ce qui ne va pas. Et puis, bien sûr, sans jamais compromettre la sécurité des trains. D'accord, donc ça correspond à la partie pratique de la formation, justement, de la formation conducteur. C'est ça. Et l'autre partie, qui est la partie théorique, c'est la partie formateur. Et tu as également été formateur. Et oui, tout à fait. J'étais formateur pendant 5 ans à l'UNFT, donc ce coup-ci à Saint-Denis, au campus de Saint-Denis. Et là, je formais les futurs conducteurs sur tout le socle théorique, toute la partie référentielle. Si tu te projettes dans quelques années, dans l'avenir, est-ce que tu te vois toujours conductrice de train ou éventuellement conductrice de train peut-être sur une autre ligne ou peut-être sur une grande vitesse, ou est-ce que tu te vois aussi peut-être t'orienter vers, je sais pas, DPX par exemple, ou vers moniteur ou formateur ou ce genre de métier? Alors, faut savoir que je suis déjà monitrice. Pardon. Donc... pardon. Donc, je suis déjà monitrice et c'est plutôt rare de me retrouver seule en cabine. J'ai souvent un apprenant ou une apprenante avec moi. Et donc juste la petite aparté, donc tout à l'heure on était à la résidence de Vert et j'avais un apprenant que j'ai eu pendant longtemps et c'est la décision du jury, donc j'attends qu'il m'envoie le message s'il est... J'ai réussi ou j'ai pas réussi. Exactement, donc voilà, donc ça fait partie aussi de la fierté que j'ai d'exercer ce métier-là, parce que c'est aussi former la relève. Ben oui. Et puis pour moi, voilà, c'est une grande satisfaction de me dire que j'ai peut-être contribué à la réussite de cet apprenant. Donc voilà, je trouve ça top. Voilà, et vous faites ces trucs-là en alternance, le temps de votre formation. On est bien d'accord, c'est-à-dire que moi, au moment où j'attaque la formation, je suis un salarié de SNCF Voyageurs, j'ai signé un contrat de travail, donc j'ai un certain nombre d'obligations, et la société a un certain nombre d'obligations vis-à-vis de moi. Et c'est marrant, parce que est-ce que je suis... En même temps, je comprends parce que c'est une formation professionnelle, mais c'est-à-dire qu'au début, je suis un salarié sans activité en pratique. C'est un investissement. Sans production. C'est un investissement. L'entreprise investit dans ta réussite pour avoir d'ici 10 mois, 10-12 mois, un conducteur. Voilà, donc c'est-à-dire que moi, faut pas que je suive cette formation à la légère comme si j'étais... On n'est plus à l'école. C'est ça. On n'est plus à l'école. Dès l'instant où, je l'ai dit tout à l'heure, premier jour d'accueil, signature du contrat. À partir de ce jour-là, tu bénéficies de tous les avantages d'un salarié, donc déjà le salaire. Alors que
alors qu'on te demande de rien produire. Comme on est à la SNCF, il y a certains avantages annexes qui sont intéressants aussi. J'imagine qu'on paye un peu moins cher les billets de train. Un peu moins cher, ouais. Un peu moins cher. Mais attention, alors il y a des avantages, il y a des droits, mais il y a des devoirs. Et particulièrement chez nous, la ponctualité, par exemple. On essaye de faire en sorte que les trains partent à l'heure. Et pour que les trains puissent partir à l'heure, il faut que les conducteurs soient là à l'heure. Donc les exigences, oui, la ponctualité, tout ce qui va autour de l'éthique, tout ce qui va autour du comportement, de l'investissement de travail. Oui, puis là, le but, c'est quand même de former des gens qui vont conduire des trains dans lesquels potentiellement il peut y avoir 2 ou 3 000 personnes. Donc c'est le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités, la rigueur d'exécution, le respect des procédures. Alors évidemment, vous comprenez bien qu'une partie de votre formation consiste à vous former à réagir correctement en cas de situation anormale, en cas d'anomalie. Mais on ne va pas pousser le vice jusqu'à simuler une panne dans un vrai train avec 2000 personnes à bord, juste pour vous faire tester les procédures. Comprenez bien que non, tu ne peux pas faire ça. Et c'est bien pour cette raison qu'il existe des simulateurs. Et franchement, ils ont de la gueule. Donc là, on est en train de faire la checklist de démarrage. Oui. Ok. Alors, c'est beaucoup plus long. Hein. Bien sûr, mais là, sur le principe, on est prêt à démarrer. Le signal est vert. C'est ça. Alors, donc les portes sont censées être déjà fermées. Donc les portes ici sont fermées. Je te retire le frein à main, que je parle avant. Tac. Là, le sens de marche avant, neutre, marche arrière. Ici, c'est mon frein d'immobilisation. C'est un peu mon frein à main. C'est ça, effectivement. Donc je te retire le frein de parking, en quelque sorte. C'est pas ce terme-là utilisé, mais ça a à peu près la même fonction. Et là, je vois que l'écran a changé par rapport à ce qu'il y avait avant. D'accord, ok. Ah, il me manque des choses. J'avais pas vu. On a encore le frein. Oh là, pire. T'as même pas ton pantographe de levée, tu captes même pas le courant. Ah oui, ok. Donc, qui permet de toucher la voilà. capine. Là, je capte du 25 000 volts. Ok. Je ferme mon disjoncteur, c'est-à-dire on-off. Là, j'ai les lampes qui se sont éteintes. Et donc là, on est là, prêt. mon matériel on enlève le frein. Vas-y, je te laisse faire. Exactement. Et donc là, signal est vert, on est prêt. Alors, donc effectivement, tu te soucies de la veille automatique au niveau du pied. Attention, tu as un autre appui VA sensitive ici. Si jamais la VA se met à sonner, tu fais l'étoile de mer. C'est-à-dire que aussi bien les mains que les pieds, tu relâches tout appui. Puis tu reprends un seul appui. Ah. Eh oui. Le danger, en fait, c'est quand tu gères la VA, tu as 2 appuis. Ou ici ou au pied. C'est un appui à la fois. D'accord. À un moment donné, si tu as les 2 appuis en même temps, tu vas croire relâcher l'appui parce que ça sonne au pied, sauf qu'en fait, tu avais toujours le pouce qui était sur ton appui. Mais c'est bien pareil, c'est-à-dire que c'est bien, je laisse poser en permanence et je relâche de temps en temps, ou celui-là, c'est l'inverse? Non, celui-ci, je t'invite à pas du tout l'utiliser, justement, cet appui sensitive. D'accord. Donc ça suffit d'utiliser celui du pied. Tu utilises que le pied. Ok. Comme ça, si l'alarme retentit, tu relâches tous les appuis au niveau des pieds et des mains, et tu reprends ensuite ton appui au niveau du pied. D'accord. Ça marche? Ça marche. Je vais te donner un taux. Ouais. Tu vas t'efforcer. 25% au démarrage et ensuite 100%. Exact. Décollage en souplesse. Ouais, j'ai surveillé un peu, tu vois, j'essaie d'apprendre. Et oui, t'es très observateur, c'est bien, c'est très très bien, effectivement. On a un gros engin. Ouais. Effectivement, faut pas le brusquer. Oui. Donc un décollage en souplesse, puis une montée rapide en vitesse pour l'économie d'énergie. Alors là, resserre. En gros, ça ressemble à ça. En gros, ça ressemble à ça, effectivement. Sauf que là, il y a le frein, là. Je t'ai mis le frein à main. Allez, hop, c'est parti. Ouais, voilà, là, c'est bon. Allez, on regarde devant soi. Ouais. Un conducteur ne doit pas se dédouaner de l'observation du signal jusqu'à son franchissement. Bien sûr. L'état du signal te donne l'état d'occupation du canton. Tout à fait. Donc on s'assure qu'il reste libre jusqu'à la fin. Ouais. Ok, tu viens de franchir le signal. Donc là, je peux accélérer. Tu peux accélérer pleinement. Et je te dis, allez, on vise un taux de 80 km/h. Et donc à 80, il faut que je mette en position neutre. Alors tu vas l'anticiper, ta décélération. Enfin, le fait de couper ta traction, tu vas l'anticiper. Tu vas pas le ramener à 80, tu vas l'anticiper peut-être à 75, 76 km/h. Tu commences déjà à ramener ton manipulateur. Attention, tu as un signal, on regarde jusqu'à son franchissement. Ok. Et donc, je le ramène jusqu'à neutre après? Effectivement, tu peux le ramener au neutre. Donc là, pour l'instant, je suis pas encore à 80. Non, tu peux te permettre, effectivement.
Et là, donc, il y a une gare. Non, c'est juste dehors, là, c'est pas une gare. Pas encore. Tu veux t'arrêter à la prochaine gare? Ouais, je vais voir. Allez. Je te dirai quand. Ouais. Alors pareil, Signal vert, signal vert. la difficulté du métier, c'est que les gares ne sont pas forcément annoncées à l'avance. Ouais. T'as pas de pancarte, de panneau qui te dit que la gare se trouve à telle ou telle distance. Des fois oui, mais plus souvent non. Donc je t'invite à ramener ton manipulateur sur le neutre, à 0, et au prochain signal, Ouais, tu freines à 50% d'effort de freinage. d'accord. Signal qui est au plafond, là? Ouais, Effectivement. celui-là, ouais. Ok. Tu peux desserrer un peu. Donc, ouais. Merde. Comme ça? Voilà. Donc là, écoute, c'est étonnant, c'est la réplique parfaite de la ligne E avec... on arrive au périphérique Ouais, je vois. de Paris, et ton prochain arrêt, c'est la gare de Pantin. Et c'est après les 2 signaux ou c'est encore plus loin? Moi, je t'inviterai, alors tu vois le prochain signal, Ouais. tu auras la traction coupée, c'est déjà le cas, tu as un pont, et sous le pont, tu pourras te mettre en freinage. D'accord. Voilà. Voilà. Et donc là, ça Et s'ouvre là, tout seul. effectivement, les portes s'ouvrent toutes seules. Mais j'ai trop envie de conduire un train maintenant. C'est vrai. Et on va être clair aussi sur un truc. Conducteur de train, c'est bien, mais c'est pas nécessairement la fin du voyage, ok? Alors, parlons un peu des évolutions possibles. Là, maintenant, tu es en transition pour devenir cadre, tu disais, donc. C'est ça. C'est-à-dire donc manager de conducteur, en fait. C'est ça, ouais. Donc là, maintenant, je passe pour devenir donc, manager traction. Donc là, je vais encadrer une équipe de conducteurs. Et pareil, l'idée, en fait, là, c'est je voulais déjà personnellement continuer à développer mes compétences et aussi donc apporter la partie pilotage d'entreprise à mes conducteurs. Et alors, en pratique, ça consiste en quoi? Parce qu'en pratique, est-ce que ça veut dire que tu arrêtes de conduire ou est-ce que ça veut dire que tu conduis moins? C'est-à-dire, une fois que tu auras fini cette transition. Alors oui, je vais conduire beaucoup moins, effectivement, et le but, voilà, c'est d'accompagner mes conducteurs, donc je les suivrai en cabine, donc j'irai avec eux en cabine, et ensuite, il y a d'autres... L'objectif, c'est que je maintienne leur certification, c'est-à-dire qu'ils soient toujours aptes à conduire les trains tout au long de leur carrière. Alors pourquoi je veux être chef? Parce que je veux chefer. Pour le pognon et pour parler mal aux gens. C'est Pas bon, du- on la garde. C'est bon, on coupe. On a notre teaser. Un conducteur a besoin d'être managé sur les procédures qu'il va devoir appliquer en ligne au cours de sa journée de service et puis surtout sur les évolutions réglementaires de ces procédures. Les procédures, elles ont été mises en place il y a quelques années, elles ont pu évoluer par le temps parce que la conduite, l'activité train aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 30 ans. Donc du coup, on est là pour l'aider à s'approprier ces nouveaux gestes. Et on a aussi un autre volet, c'est la certification. Nos conducteurs de train, ils ont un cycle de 3 ans au cours desquels ils doivent voir plusieurs activités de conduite. Et on est là pour vigiler qu'ils ont bien la connaissance et la compétence pour réaliser ces activités de conduite. Je suis entré il y a 9 ans à la SNCF sur un parcours un petit peu particulier puisque du coup j'étais embauché pour faire dans un premier temps conducteur de train. J'étais formé une année comme tout nouvel apprenant à la SNCF. Et puis par la suite, j'ai conduit 3 ans sur le secteur de Mantes-la-Jolie pour m'aguerrir à la conduite de train et avant d'être formé pour rentrer en école pour être manager. D'accord. Et c'était le projet dès le début? C'était le projet dès le début. Vous êtes les garants du fait que les conducteurs restent à jour d'une certaine manière. Tout à fait. Et alors, est-ce que vous, de la même manière, vous avez également des mises à jour à faire? Alors nous, déjà, on est conducteurs nous-mêmes, on est conducteurs occasionnels. Si jamais il y a un besoin en production, on va nous demander si on peut rouler, si avec notre planning c'est concordant. Et si c'est concordant, si on peut se libérer, on va pouvoir venir aider en production à conduire 1 fois, 2 fois, peut-être 3 fois dans le mois, selon les besoins. Ça dépend. Et donc du coup, on a nous-mêmes des formations pour nous remettre à niveau. Et est-ce que du coup, ça fait plaisir de temps en temps de revenir à la conduite? Ah, ça fait plaisir. On n'a pas fait manager parce qu'on n'aimait pas conduire, bien au contraire. Souvent, on aime bien conduire et on veut aller plus loin et apporter de notre aide aux conducteurs qui roulent tous les jours sur notre réseau. Cela dit, attention, hein, quand même, j'ai envie de dire, alors je sais pas si c'est un dicton à la SNCF, mais je trouve que ça sonne bien. C'est conducteur un jour, conducteur toujours. Tu es un ancien conducteur? Alors, je suis un ancien conducteur à plein temps, on va dire, mais je suis toujours T'es conducteur. toujours conducteur, c'est ça. Je conduis toujours des trains J'ai senti. quand c'est nécessaire. Donc des NAT Z50.
Non, j'ai plus... Enfin, alors... Non, je ne suis restreint qu'au TGV. Pardon. Non, on va peut-être la couper, celle-là. Non, elle est très bien. Elle est très bien. Non, il faut l'assumer, celle-là. Il faut l'assumer. Voilà, il a voulu me mettre un comme ça. Voilà. Non, alors juste, 50, non. Juste en aparté. Ouais. Quand j'étais embauché il y a 26 ans, on accumulait les compétences qu'on ne perdait jamais. D'accord. Le changement de management de la sécurité fait que on ne peut garder les compétences que l'on pratique. On ne peut garder que les compétences que l'on pratique régulièrement. D'accord. Oui, c'est-à-dire que avant, si je savais conduire l'équivalent d'un Z50, mais que j'en conduisais pas un pendant 10 ans, bah techniquement, je savais le conduire. Voilà. Aujourd'hui, on dit non, ça fait 10 ans que t'en étais pas touché, c'est bon, tu sais plus faire. C'est exactement ça. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour que cette vidéo soit pas trop longue, pour aller à l'essentiel, parce que je veux vraiment qu'il y ait un maximum de gens qui la regardent en entier. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Sans déconner, j'ai vraiment passé un moment super avec toutes ces équipes que je remercie à nouveau de m'avoir ouvert toutes ces portes. Il y a vraiment un côté famille à la SNCF qui, de ce que moi j'ai pu voir, a l'air parfaitement authentique. Alors évidemment, c'est sans doute pas magique. Je veux dire, il y a énormément de monde à la SNCF, donc ça doit friter de temps en temps, évidemment. Mais vous savez quoi, voilà. Il y a un truc, a priori, dont je devais pas spécialement parler, parce que c'était un peu hors sujet et tout, un truc dont j'ai parlé avec les gens sur place, mais qui, je trouve, illustre assez bien le truc que j'ai envie de vous dire. Alors, vous savez quoi? Petite parenthèse. Si vous êtes athlète de haut niveau, je suis sûr que vous êtes des centaines de milliers qui suivez ma chaîne à être des athlètes de haut niveau. Si vous êtes athlète de haut niveau et que vous êtes embauché à la SNCF prend en compte votre parcours sportif. Voilà, viens. Simplement, allez sur Google ou le moteur de recherche que vous voulez et tapez SNCF athlète. Vous allez arriver, je vous mets le lien dans la description aussi, vous allez arriver sur la liste des athlètes qui appartiennent à la SNCF. C'est assez dingue en fait. Notamment, et pour ne parler que d'une seule d'entre elles, Sarah Léonie Cizik. Judoka, médaillée de bronze au JO de Paris 2024. Et qui fait partie des équipes d'assistance rapide à la gare de l'Est. Les équipes d'assistance rapide, ou EAR, voilà, je vous le dis comme ça vous saurez, ce sont les agents qui vous accueillent, vous informent et éventuellement vous orientent lorsqu'il y a des perturbations en gare. Voilà, donc vous êtes parfaitement susceptible de la croiser gare de l'Est, et donc si c'est le cas, déjà vous pouvez la féliciter pour sa médaille, et puis vous gardez dans un coin de votre tête qu'il ne faut pas la faire chier. Judoka olympique quand même. Donc, je disais, merci aux équipes de m'avoir accueilli. Si vous avez minimum un BEP ou un CAP, je vous mets en lien dans la description un site d'information ainsi que le lien pour, pourquoi pas, tenter le processus de recrutement. Je le répète encore une fois parce que véritablement c'est important. Vous pouvez candidater que vous soyez un homme ou une femme. Vous pouvez candidater que vous ayez 20 ans ou que vous ayez 20 ans d'expérience dans un job et que vous ayez envie de vous reconvertir. Voilà. Et si jamais, alors on va se laisser un peu de temps, on va dire minimum, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, mais si jamais vous devenez conducteur ou conductrice de train suite au visionnage de cette vidéo et qu'un jour vous me voyez monter dans votre train, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me ferait plaisir. Vous partagez évidemment cette vidéo à qui vous voulez, vous l'agrémentez du pouce que vous voulez, vous commentez ce que vous voulez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien sûr d'ici là, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Et je vais poser une question qui n'a rien à voir, mais parce que ça me travaille. C'est quand un train croise un autre train, le fait de se klaxonner, c'est pour dire bonjour, il y a une raison? Pas du tout. En fait, quand on siffle les queues de train, c'est parce que potentiellement, quand le premier train a dégagé, il y a quelqu'un qui pourrait traverser derrière, et c'est pour éviter de le heurter. Quand nous, on arrive avec notre train. C'est pour éviter le heurt de personne, de personnel. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on siffle, et il ne faut pas siffler à la toute queue du train, on va siffler un peu avant la queue de train,
que la personne ne s'engage pas derrière le train et que l'on arrive dessus. C'est une façon de le dire de façon assez nette qu'un train peut en cacher un autre. Tout à fait, c'est bien ça. On est là. Ah bah, j'ai appris un truc, putain.